Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, alors aujourd'hui, on vous présente on amène un sujet qui est sur les lèvres de plusieurs entrepreneurs qu'on sert comme clients, mais dans tout le cercle d'affaires où je vais, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, on accueille une référence en la matière, sur la Rive-Sud. Puis c'est Marie-Hélène Beaudoin. Bonjour Marie-Hélène. Allô Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Tu es en fait responsable des exportations, mais tu as un titre hyper long, je vais te laisser dire, pour DEL. Effectivement, je suis directrice exportation et attraction d'investissement chez Développement économique de l'agglomération de Longueuil, qu'on appelle DEL, pour que ça soit moins long, justement. Oui, je pense que vous êtes pas mal connu auprès de notre audience en particulier. Écoute, aujourd'hui, dans le fond, on va exploiter ton expérience terrain, ton expérience. Je sais que DEL accompagne beaucoup d'entreprises qui désirent faire de l'exportation. On est un bébé du programme PAC, entre autres, que vous vous chapeautez, mais vous vous occupez. Dans le fond, aujourd'hui, on va essayer de donner quelques conseils peut-être, de démystifier un peu le parcours parce qu'on se pose beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur quand on veut faire de l'exportation. Je pense qu'on ne pourra pas aller en détail, là, puis c'est pas le but de l'objectif aujourd'hui de tous les détails fiscaux, par exemple, de ce que ça serait complexe. Ça serait assez compliqué. Mais bon, j'aimerais ça que tu nous parles premièrement de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là, ton rôle chez DEL, peut-être aussi de la mission de DEL par rapport à l'exportation, mais par rapport à plein d'autres sujets d'accompagnement. Absolument. Mais en fait, ça fait déjà 4 ans que je suis chez DEL, donc wow. Comme à ce poste-là, donc à l'exportation et l'attraction d'investissement. Avant ça, j'étais à la BDC aussi en service conseil pour l'expansion internationale. Avant ça, j'ai travaillé aussi dans quelques firmes privées, plus en planification stratégique, mais toujours avec le volet croissance internationale. Puis, si on remonte un peu plus, parce que ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille, j'ai travaillé aussi sur le terrain dans plusieurs pays en début de carrière. Okay. Donc, surtout en Europe, en Afrique de l'Ouest, au Vietnam, Algérie, donc une couple de pays comme ça. Donc, j'étais un peu plus globe-trotter à mes débuts. Puis ensuite, je me suis plus concentrée dans le commerce international. Puis pour ce qui est de DEL, en fait, c'est l'organisation qui est de développement économique qui est officiellement reconnue par les 5 villes de l'agglomération de Longueuil. Dans le fond, c'est vraiment la Rive-Sud, la première couronne de la Rive-Sud de Montréal. Puis on est une équipe quand même de 45 professionnels avec différentes expertises. On a autant des spécialistes en innovation, export, des ingénieurs aussi pour l'automatisation, par exemple, des usines. On a aussi en développement durable une équipe. Bref, on a vraiment une offre assez complète maintenant. Fait que je pense qu'on est rendu vraiment une référence là, pour accompagner les entreprises dans leur croissance sur la Rive-Sud. En tout cas, vous êtes très dynamique tant au niveau de l'accompagnement, des communications aussi. En tout cas, depuis plusieurs années, on sent une poussée. Là. Vraiment. Donc, c'est difficile de vous ignorer en tant qu'entrepreneur. Écoute, peut-être qu'on pourrait commencer le sujet par... commençons, je sais pas, par les principaux défis que tu vois. On parle vraiment d'un angle PME. Donc, une PME qui veut se lancer en exportation, qu'est-ce que tu vois comme principale question que les entrepreneurs peuvent avoir pour le bénéfice de tous, voir l'ABC, là, quand on veut se lancer, c'est quoi les principaux défis? Bien, je dirais que le premier défi, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je vais de l'avant ou pas avec une opportunité souvent qui arrive de façon impromptue. Certaines entreprises vont être très stratégiques et méticuleuses, mais c'est assez rare quand même, parce que quand on est entrepreneur, il faut rester opportuniste, c'est un peu le but aussi et la nature de l'entrepreneuriat. Donc souvent, on commence à exporter parce qu'on se fait contacter par un client potentiel hors Québec. Donc là, on se pose la question, est-ce que je devrais aller de l'avant ou pas? Puis si le client est, disons, à Toronto, c'est très différent
si le client est, disons, en Inde ou, disons, je sais pas, même en Europe. Tu sais, c'est quand même des pays qui sont beaucoup plus éloignés au niveau des réglementations, la culture, etc. Donc, la première question, c'est vraiment, est-ce que je vais de l'avant avec cette opportunité-là? Parce que si le client décide de prendre ce lead-là, peut-être qu'il va devoir justement travailler fort pour y arriver et honorer le premier contrat. Et ça, c'est quand même tout un défi, surtout si l'entreprise fabrique, par exemple, un produit qui doit être adapté pour le marché. Et là, il faut qu'elle s'informe aussi sur les douanes, le transport, la logistique. Donc là, c'est comme un petit peu un marathon qui commence. Puis là, l'entreprise, elle est débordée de questions. Et là, tout sort. Donc, la fiscalité, le contrat, donc on a parlé de réglementation, conformité, transport. Fait que tout ça, ça va sortir. Puis là, c'est très mélangeant. Fait que là, l'entreprise ne sait pas par où commencer. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on les prend à ce stade-là lorsque ça arrive et on les aide vraiment à se structurer à court terme. Bon, pour répondre, disons, à cette première commande-là, on peut les aider à décider si c'est une bonne chose ou s'ils devraient dire non à cette première opportunité-là. Et ensuite, si on va de l'avant, on va faire un petit plan d'action rapide. Mais après ça, après cette première expérience-là, il faut vraiment que l'entreprise se structure si elle souhaite continuer d'exporter puis avoir une démarche, disons, structurante et plus à long terme là, dans son exportation, si elle veut l'intégrer dans son plan d'affaires, dans son plan stratégique. C'est intéressant parce que ça nous est arrivé. C'est pour ça qu'on a fait partie du programme PAC aussi. Puis... fait que c'est vraiment le contexte que tu vois le plus fréquent, c'est on a une entreprise, a une première opportunité, c'est ce qui les amène en tout cas à prendre contact avec vous, entre autres, là, mais c'est le contexte que tu vois le plus fréquent? Oui, parce que, comme je disais, oui, il y a des entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils pensent exporter éventuellement, mais c'est quand même rare. Habituellement, les juste out of the blue même, là, on met ça dans notre plan. Il y a des entreprises, exemple, certaines entreprises qui viennent de finir leur plan stratégique, puis un des axes, c'est la croissance hors Québec. Alors là, ils vont avoir envie de se structurer. Donc là, ça peut arriver. Mais sinon, c'est souvent par opportunisme. Et aussi, quelque chose qui arrive souvent aussi, c'est une entreprise qui sait qu'elle veut exporter, mais elle souhaite structurer sa démarche parce qu'elle veut, par exemple, faire une demande pour avoir une subvention. Puis là, ça lui demande par défaut aussi de se structurer. Fait que ça, on les aide aussi à se structurer parce que, tu sais, l'exportation, c'est vraiment complexe, en fait. C'est l'équivalent en termes d'argent et de temps de partir comme un spin-off à l'intérieur presque d'une entreprise. C'est long, en plus, avoir les retombées d'une exportation. Tu sais, que ça soit payant, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de vente, mais à quel moment ces ventes seront-elles payantes? Si on souhaite que l'entreprise ait justement une croissance durable puis que ça reste un axe stratégique qui est vraiment rentable, souvent, il faut avoir un plan d'action avec un budget puis vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va, mettre des œillères parce qu'il y a un risque d'étourdissement et un risque de perte de ressources, autant financières qu'au niveau du temps. Là. Puis là, tu parles de produits, mais au niveau des services, penses-tu que observes-tu le même degré de complexité? Est-ce que c'est aussi fastidieux? Est-ce que c'est aussi coûteux? Souvent, oui. Ouais. Okay. Ouais, souvent, c'est aussi fastidieux. Peut-être pas aussi coûteux, mais ça dépend. Parce que si le service peut se rendre complètement sans mettre pied dans le pays du client, c'est vraiment moins dispendieux. Mais si l'entreprise doit aller faire un pitch, par exemple, une entreprise, je ne sais pas, là, dans le domaine de la construction, qui doit aller rencontrer des architectes, des ingénieurs aux États-Unis, mais il va falloir quand même qu'elle aille faire ce pitch-là, qu'elle aille vraiment convaincre aussi les clients potentiels. Sur place. Donc, il faut quand même se structurer. Puis même s'il y a moins la notion d'adaptation du produit, réglementation, douane, transport et tout ça, il y a quand même des défis aussi au niveau légal. Oui. Et des défis au niveau fiscal. Fait que c'est quand même pas rien aussi. Oui, et culturel. Oui, culturel, hein, tout à fait. Parce que toute l'adaptation de son service pour aller une fois à l'étranger, j'imagine que c'est la question qui se pose souvent. Est-ce que ça vaut la peine, cette opportunité-là vaut-elle la peine parce qu'on est capable de la multiplier par la suite dans le même marché, c'est ça? Bien, exactement. Puis souvent, les entrepreneurs vont justement, comme on disait, plus se dire est-ce que je vais ou non avec cette opportunité-là. Mais il n'y a pas tant la question quel est le meilleur marché pour mon produit qui se pose. Puis justement, nous, on les pousse à se poser cette question-là. Okay. Premièrement, pourquoi voulez-vous exporter? Puis deuxièmement, quel marché est le plus adapté? OK. Puis on pense souvent aux États-Unis, mais il y a plein d'entreprises qui ne pensent même pas le reste du Canada. Ouais. Puis parfois, il y a aussi des marchés internationaux qui seraient plus pertinents que les États-Unis ou que le Canada.
mais on va tout de suite y aller avec nos réflexes. T'sais, donc, États-Unis, tout de suite, Vermont, parce que c'est proche, le nord-est, New York. T'sais. Fait que je pense que c'est des super bonnes questions à se poser aussi. Quel marché, puis pourquoi on veut exporter? OK. Puis justement, parlons des différentes étapes. Là. Admettons qu'on décide qu'on veut se lancer ou on veut évaluer. Partons peut-être de l'évaluation. Là. C'est quoi les différentes étapes avec lesquelles, on va dire, due diligence de l'opération? Puis ensuite, c'est quoi les étapes pour justement exporter dans votre structure, dans ce que tu vois comme accompagnement? Mais c'est sûr qu'il y a une démarche qui est vraiment très claire dans ma tête et que je fais avec les clients. Ouais. Mais souvent, c'est une démarche qui va avoir des des qui variations. Va pas être nécessairement autant waterfall que ça le souhaiterait, qu'on souhaiterait que ça le soit. Mais disons, si on y va plus théoriquement, la première étape, normalement, ça serait de faire un diagnostic international. Ça se fait avec un expert en commerce international. Exemple, nous, on le fait gratuitement chez Dell. Okay. Donc, on prend 1h30, 2 heures, puis je vais poser des questions au chef d'entreprise et à son équipe aussi sur différents sujets. Donc, la capacité en termes de ressources humaines, par exemple, est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui parlent anglais si vous visez un marché anglophone, que vous avez une expérience. Si on vise un marché hispanophone, est-ce qu'il y en a qui le parlent aussi, qui connaissent la culture? Au niveau financier, est-ce qu'on a les reins assez solides pour supporter au niveau du cash flow toutes les dépenses qui s'en viennent? Et aussi le produit, est-ce que le produit se distingue? Parce que si on offre quelque chose qui n'est pas unique, innovant, concurrentiel, pourquoi il ne prendrait pas le produit du voisin? Oui, le local. Ouais. Exact. Fait que c'est dans le fond, on regarde plusieurs éléments, puis maintenant, on regarde même aussi certaines questions en termes de développement durable. Parce que c'est de plus en plus demandé, surtout sur les marchés européens. Donc ça aussi, c'est un aspect qui peut vraiment renforcer la proposition de valeur pour se battre finalement, là, vraiment à l'international. Okay. Fait que le diagnostic, c'est une forme d'entrevue qui est faite par une personne neutre, comme chez nous, c'est l'équipe export qui le fait. Puis ensuite, on vous présente ça. Puis en fait, on vous présente les forces et faiblesses pour l'international avec un petit plan d'action pour renforcer ça. L'idée, c'est pas de dire go, no go, c'est plus de dire, bon, qu'est-ce que ça nous prend pour passer à l'étape suivante. Fait que ça serait la première étape, normalement. Ensuite, c'est vraiment plus de faire le choix du marché cible, justement. Fait que le choix du marché cible, souvent, on part d'un pool de marché. Exemple, j'hésite entre le nord-est des États-Unis, la Californie et, disons, la France. Tu sais, ça, c'est des marchés qui sont souvent regardés. Et si on veut avoir du succès, souvent, il faut éviter d'avoir trop de marchés. Oui. Oui, tirer partout, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on fait avec l'entreprise, c'est qu'on a une méthodologie qui rajoute un peu de rationnel à l'émotion qui a amené vers ce premier pot de marché-là, qui est souvent très bonne en passant. Là. Souvent, l'intuition de l'entrepreneur est super bonne, mais moi, ce que je fais, c'est que je viens vraiment valider les intuitions ou invalider certaines aussi préconceptions. T'sais, fait qu'on pourrait se dire, disons, la France, c'est sûr que c'est super parce qu'on parle la même langue, mais pas nécessairement. Peut-être qu'il y a une barrière à l'entrée qu'on n'a pas vue, et que finalement, c'est quasiment impossible d'entrer ce marché-là. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va aller chercher des données secondaires, plus des données comme tu connais, là, évidemment, sur Internet, et aussi des données primaires. Donc, as-tu des exemples parlons de la France, par exemple. Mm-hmm. C'est vrai, on peut penser, en tout cas pour certains trucs, il y a un fit à cause de la langue, mais est-ce que tu as des exemples d'obstacles qui font que c'est un no-go? Est-ce que sans nommer nécessairement des entreprises, mais peut-être le secteur d'activité et tout, je sais pas. Bien, absolument. En fait, c'est plus pour les entreprises qui souhaitent, disons, faire un investissement direct étranger. Donc, en France, c'est sûr que les normes du travail sont très différentes des normes du travail sur le marché nord-américain. Okay. Donc, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de mettre fin à un contrat de travail avec un employé. Okay. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Au niveau de la TVA aussi, c'est complexe. Donc, ça, c'est si on fait juste une exportation, la TVA, ça varie beaucoup d'un pays à un autre, mais en Europe, c'est vraiment élevé. Là. Okay. Donc, il faut vérifier ça aussi. Il y a certaines contraintes, comme ça, d'autres contraintes aussi qui peuvent être plus culturelles. On pense que, vu qu'on parle la même langue, c'est pareil, pas toujours le cas, mais c'est différent. C'est sûr que chaque pays a ses spécificités. Il faut juste prendre le temps de les comprendre, puis après ça, de s'adapter, de se mettre comme un peu cette paire de lunettes-là, avant d'aller en rencontre client sans toujours présupposer que l'autre pense comme nous. Oui. Donc, ça serait plus ça la petite mise en garde, plutôt que... C'est pas du tout un dépend en France. Au contraire, c'est un de nos... Tu sais, au Québec, c'est dans le top 5 des marchés avec lesquels on exporte le plus. Oui. Donc, c'est sûr que ça fonctionne bien, mais c'est pas toujours nécessairement si simple. Oui. Oui. Il y a une réputation quand même. Bien, c'est ça.
Fait que là, j'étais rendue à la deuxième étape où j'avais du diagnostic, exact. après ça, choix du marché. Après ça, vraiment, justement, une fois qu'on a choisi notre marché, il faut faire une recherche. C'est vraiment rechercher, là, c'est qui la compétition? C'est quoi les habitudes de marché des consommateurs? Regardez, est-ce qu'il y a justement des barrières à l'entrée, des réglementations? Est-ce qu'il y a des éléments qui préfèrent que c'est un plus pour mon produit ou un moins pour mon produit ou mes services? Fait que là, on se plonge vraiment là-dedans, on fait des appels téléphoniques aussi. Ça, c'est vraiment important. Faites pas juste des recherches Internet, prenez le téléphone, là, puis appelez des associations, ils répondent toujours avec un grand sourire, ils ont du temps. Des associations industrielles, ça peut être aussi des chambres de commerce. En France, c'est obligatoire d'être inscrit à une chambre de commerce. Fait que ça, c'est un exemple. Il y a aussi les délégués du Québec à l'étranger qui ont des bureaux un peu partout. Les délégués du Canada aussi, la délégation, les délégués commerciaux du Canada qui sont un peu partout. DEL est un organisme de promotion à l'exportation. Donc, c'est vraiment important de vraiment creuser sur le marché. Fait que ça serait la troisième étape. Puis ça, c'est les entreprises elles-mêmes, vous les mettez en contact, puis c'est eux qui font ces étapes-là? Ou vous faites de l'accompagnement chez DEL, on le fait, mais en mode atelier. Okay. On suit toutes ces étapes-là en mode atelier, un peu comme un coach, mais on va faire une partie, exemple, de la recherche. Mais le client fait une partie aussi. Le client s'implique aussi à ce moment-là. Oui, on croit plus à ça parce qu'on offre des services gratuits. Hein? Fait que c'est sûr que sinon, on ne peut pas passer 300 heures avec un client puis délaisser les autres. On en accompagne beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait en équipe. Mais on a accès à des bases de données, on a accès à des recherches, des études. Donc, ça doit être important que le client lui-même s'informe auprès de sources directes, qu'il ait la conversation pour lui-même, j'imagine. Exact, de la bouche de la personne qui l'a dit, parce que il y a toujours place à l'interprétation. Puis quand le client fait ça, il est gagnant. Fait que nous, on agit vraiment plus comme un chef d'orchestre, je dirais. Fait que là, on a tout cumulé cette information-là. L'autre étape, ça serait ensuite de choisir le mode d'entrée. Toi, tu parles souvent B2B, par exemple, mais B2B, ça peut être avec un distributeur. Ça, c'est plus un mode indirect. Ça peut être avec un agent. Ça peut être aussi un mode direct avec un client. Mais il y a aussi des clients qui vont choisir de vendre en ligne. Il y en a qui vont choisir de faire un investissement direct étranger. Il y a plusieurs modes d'entrée possibles. Fait que ça se choisit une fois qu'on a analysé le marché puis qu'on se connaît un petit peu, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça, la cinquième étape, je dirais, c'est vraiment de faire un plan d'exportation avec un budget calendrier puis un montage là, pour aller chercher du financement. Et un plan d'action, c'est ça, par la suite. OK. Parfait. Mais ce qui nous amène au point suivant, dans le fond, je pense que après ça, il existe, tu as parlé de délégués commerciaux canadiens, québécois. Vous êtes là aussi pour démocratiser, je pense, ce processus-là, de mettre les entrepreneurs en lien avec les bonnes ressources. Là. Parce que c'est facile de perdre son latin là-dedans. Oui. Mon Dieu. Donc, les ressources, les programmes de soutien à l'exportation, puis ça change aussi année après année. Là. Si on parle en ce moment, là, en 2023, où on se trouve, c'est quoi? Tu parles des programmes de financement ou les ressources qui peuvent aider aussi je pense l'entreprise? Les ressources qui peuvent aider l'entreprise et les programmes de financement. Je pense que les deux, mais surtout parlons des ressources. Absolument. DEL fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Commerce International Québec, qui est le réseau des ORPEX. Je suis d'ailleurs sur le conseil d'administration de ce réseau-là. C'est en fait un réseau qui est partout au Québec. DEL en est un, mais il y en a dans chacune des régions administratives. Donc, l'entreprise peut aller sur le site web de Commerce International Québec, mettre son code postal puis trouver qui est son ORPEX. Notre rôle, en fait, on reçoit du financement du gouvernement du Québec et du Canada pour aider les entreprises dans la préparation à l'exportation. Fait que ça, c'est la première ligne. C'est la porte d'entrée. Oui, c'est ça. Puis, donc, il y en a plusieurs, ils ont tous des noms différents. Fait que c'est pour ça que j'ai dit le site web, c'était quoi, on pourrait le donner en référence. Mais la catégorie d'organisme, c'est l'ORPEX. ORPEX, exactement. Fait que ça, c'est la première ligne. Une fois que l'entreprise a sa stratégie, j'ai parlé des 5 étapes, là, disons qu'on a notre plan d'export, bien, une fois qu'elle a sa stratégie assez, où est-ce qu'elle va aller puis comment elle va y arriver, mais là, elle peut contacter aussi les délégués du Québec ou les délégués commerciaux du Canada. Donc ça, c'est aux deux paliers, c'est à peu près le même titre, le même poste. Ce sont des personnes de notre gouvernement qui sont placées à l'étranger pour aider les entreprises canadiennes et québécoises à exporter. Donc, elles sont basées dans les pays. Donc, c'est super intéressant parce qu'on a accès vraiment à des données du terrain. Et ça, c'est plus dans l'étape vente, je dirais.
Puis ils vont faire du maillage aussi? Est-ce qu'ils vont... Oui, ouais? Ils font du maillage. Ils organisent des missions commerciales. OK. Donc, parfois, ils organisent aussi des missions d'acheteurs. Donc, les acheteurs vont venir au Québec. OK. Il y a énormément d'activités. Donc, ça, c'est tout ce qui est délégué. C'est vraiment des gens intéressants à connaître. Puis, l'ORPEX peut faire la mise en relation, justement, aussi. Là, pour pas qu'on soit perdu, parce que, comme tu disais, c'est à s'y perdre un petit peu. Oui. C'est loin d'être un guichet unique, on va dire. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment les organismes, disons, plus pour la préparation. Mais il y en a d'autres aussi, bien sûr. Exemple, BDC offre aussi des services conseils à l'export. EDC, eux, vont offrir... en fait, tout ce qui est protection du risque financier, le risque de non-paiement. Fait que ils ont aussi toute une banque d'informations EDC, qui est gratuite, en fait, qui est super intéressante aussi sur les pays. Surtout les entreprises qui souhaitent exporter dans des pays plus... moins, comment dire, je ne veux pas dire moins traditionnels, mais dans des pays qui connaissent moins. Exemple, je ne sais pas, Brésil, Inde, Chine, ils vont pouvoir aller voir les fiches de EDC sur les pays, avec le risque politique, économique, vraiment comprendre un peu comment ça se passe là, dans ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment dans les ressources les plus communes, je dirais. Après ça, il y a toute la partie financement. Veux-tu que j'en parle aussi? Ben oui, absolument. Je pense que c'est tout à fait d'intérêt parce que c'est pas rien, se lancer à l'international. Bien, c'est clair. Donc, du côté financement, bien, il y a deux programmes en ce moment. Un qui est en pause, puis l'autre, il va bientôt être en vigueur, mais il est encore en pause. OK. Ce sont des programmes populaires, on va le dire comme ça. Là. Oui. Donc, il y en a un qui est du gouvernement du Canada qui s'appelle CanExport. Il est en pause. Il est en pause. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un programme qui vient subventionner 50% des dépenses admissibles liées à l'exportation. Exemple, un voyage d'affaires, une foire commerciale, du matériel comme une vidéo dans une langue locale, etc. Donc, ce sont des dépenses qui sont couvertes. Et le PSCE, qui est au gouvernement du Québec, va bientôt rouvrir aussi. On n'a pas la date exacte, mais ça va être quand même bientôt annoncé. Puis, c'est le même concept. La différence, peut-être, avec le PSCE du gouvernement du Québec, c'est que ça vient même subventionner une partie de salaire de représentants ou même de professionnels, ce qui n'est pas le cas avec l'autre. Donc, on a des petites différences entre les deux programmes. Mais, tu sais, DEL et les autres ORPEX peuvent vous aider vraiment dans la rédaction de la demande, dans la préparation de la demande. Pour vraiment savoir comment la monter pour optimiser vos chances de succès. Oui, c'est ça. Ça, c'est un service qui est facturable ou c'est un... Chez DEL, c'est gratuit. Tous nos services sont gratuits pour l'exportation. OK. Tu sais, c'est des choses je suis certain que la majorité ne savent pas nécessairement. Tu sais, que vous êtes vraiment là comme Cowout pour aider, là, pour accélérer les démarches à l'international. Tout à fait. C'est super intéressant. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres... Tu sais, si tu avais des 2-3 conseils quand on se demande si on devrait penser à l'exportation ou non, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête ou il y a un ABC, là, des conseils que tu vois souvent revenir de la part aussi des experts qui t'entourent et tout? Oui, bien, c'est sûr qu'il y en a tellement. Il faut que j'essaie de prioriser. Je dirais de ne pas sous-estimer l'aspect légal. T'sais, nous, on n'offre pas les conseils légaux ni fiscaux chez DEL, on ne peut pas, bien sûr, mais c'est très important d'avoir un bon contrat quand même, parce que on a vu des cas quand même où ça s'est mal passé. Donc, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer quand même l'importance d'avoir un bon contrat, de bien comprendre aussi les lois en vigueur aussi dans le pays où on souhaite exporter. De ne pas y aller aussi seul, de ne pas faire cavalier seul. Aussi, ça, c'est un autre conseil. Des fois, les entreprises, ils vont sans parler à personne, tu sais. Puis là, ils ont manqué tel programme. Ils auraient pu avoir telle aide de leur banque. Parlez-en, si vous souhaitez vraiment exporter, parlez-en le plus possible, en fait, parce qu'il y a énormément de partenaires autour de vous qui pourraient vous aider. Fait que ça, c'est vraiment très important, je pense, de pas se gêner, en fait, de demander de l'aide, parce que c'est très difficile de tout savoir, en fait. T'sais, même nous, on est en commerce international depuis plus de 15 ans, puis je peux pas savoir tout, là, quand même. Là. Je veux dire, les lois changent à chaque jour, puis on a près de 200 pays, donc c'est comme impossible de tout savoir. Il y a beaucoup de destinations possibles. Là. Fait que si on sait pas ce qu'on sait pas, bien, c'est très dangereux. Donc, au moins, d'aller en parler à quelqu'un qui connaît la démarche, la personne va permettre de lever certains drapeaux
Même si elle n'a pas réponse à tout, elle va dire « Ah, fais attention à ça » parce que tu t'en allais, exemple, exporter un produit sans savoir qu'il y avait, par exemple, que tu devais te conformer à certaines réglementations ou même les douanes. Je veux dire, il y a des entreprises qui pensent que quand on envoie en ligne, ils ne payent pas de douane jamais, mais oui, c'est possible. Oui, effectivement, il y a certaines règles qui facilitent le commerce en ligne, mais c'est pas toujours le cas. Non, c'est ça. Donc, il y a énormément d'exceptions. C'est vraiment ça, ce domaine-là. C'est beaucoup d'exceptions, beaucoup de choses à savoir. Donc, vraiment, de faire attention. Puis l'autre erreur qu'on voit vraiment souvent, mais j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que les entreprises, des fois, vont dire « Ah, j'ai identifié 8 pays différents pour mon exportation. » Mais c'est vraiment, sérieusement, là, même une très grande entreprise ne fait pas ça. Ouais, OK, de les faire en même temps. Oui, c'est ça. On ne peut pas attaquer 8 marchés différents en même temps lorsqu'on PME. Soyez donc plus focus, puis ça va sûrement fonctionner mieux. Dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Lorsqu'on priorise, on a plus de chances de connaître le succès que lorsqu'on s'éparpille. Oui, tout à fait. Et est-ce que, si on veut faire affaire avec Dell, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un guichet unique? On fait une demande à partir du site Internet, on appelle un numéro, puis on se fait diriger, ou comment ça fonctionne? Oui, effectivement, c'est possible de faire une demande sur le site Internet de Dell, qui est un guichet unique aussi, mais c'est aussi possible de contacter les membres de l'équipe qui sont également sur le site Web. Okay. On peut y aller directement comme on veut, par vraiment. Expertise là, à ce moment-là. Là. C'est possible. Okay. Bon, ça ne nous dérange pas de se faire contacter directement. C'est très flexible d'elle, c'est très humain, c'est vraiment pas une organisation compliquée. On essaie vraiment toujours de rester accessible pour que les entrepreneurs ne trouvent pas compliqué de faire affaire avec nous, comme c'est notre mission. On n'a pas parlé du programme PAC. C'est vrai? J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, parce que je pense que ça aussi, ça a avantage à être connu. Ça peut aider ceux qui désirent exporter, right? Absolument. C'est un programme qui est géré en fait par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Dell est un partenaire, donc à chaque année, on fait une cohorte Montérégie. Oui. Donc, mais c'est un programme qui a pris naissance en fait à Toronto. C'est pan-canadien. Il y a plein de chambres de commerce et d'organismes partout au Canada qui le livrent, ce programme-là, année après année. Donc, c'est vraiment un programme qui a du succès. Et l'idée, c'est de former les entrepreneurs sur l'exportation pour que l'entrepreneur puisse lui-même ou elle-même, bien sûr, rédiger son plan d'exportation. Donc, c'est une formation qui est assez large, je dirais. Donc, il y a plusieurs thèmes qui vont être touchés. Donc, par exemple, la logistique, les aspects fiscaux, les aspects légaux, comment générer des leads, comment adapter ses stratégies marketing. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont touchés. C'est 7 thèmes différents. Et c'est une formation de groupe. Et à la fin, l'entrepreneur rédige son plan, le présente à son ORPEX, justement, et se fait challenger par l'ORPEX, le corrige et peut même rencontrer aussi les experts qui donnaient les différentes formations, parce que les formations sont données par plein d'experts différents. Et ils ont accès aussi à des accompagnements individuels avec les différents experts de leur choix, là, au besoin. Exemple, j'ai pas mon contrat, je suis pas certaine qu'il est bon, donc je vais rencontrer l'avocate en droit international, puis voir justement si... Se faire challenger un peu par rapport à ça. Ça, c'est super intéressant, puis c'est un programme qui est gratuit. C'est quand même assez rare qu'on ait des programmes gratuits de nos jours. Donc, ça a une très grande valeur et c'est subventionné par plusieurs partenaires. Donc, c'est intéressant. Je pense que l'entrepreneur fasse lui-même son plan et non pas le faire par un consultant. Fait que ça permet vraiment d'avoir les deux mains là, sous le capot, on va le dire comme un peu comme on disait tantôt, de contacter directement des associations dans le pays où on vise. C'est la même chose, de se mettre les deux mains dans son plan, effectivement. Il risque moins de rester sur la tablette aussi si on le fait nous-mêmes. C'est ça. Mais moi, j'ai été consultante pendant plusieurs années, dans le fond... plus du côté traditionnel. Là. Donc, je faisais moi-même le plan pour l'entreprise. C'est super intéressant aussi si l'entreprise manque de temps, puis si elle souhaite avoir aussi un regard externe. Mais il faut vraiment qu'à un moment donné, l'entreprise prenne le bâton. Fait que c'est sûr que lorsqu'elle participe tout au long du processus, il n'y a pas de risque qu'elle ne se sente pas concernée. Oui, il y a plus d'engagement à ce moment-là. Évidemment, il y a du plus et du moins dans chacun des scénarios. Ouais. Mais j'aime bien cette approche. Écoute, Marie-Hélène, je te remercie énormément de ta venue et de ta contribution aujourd'hui. Franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go.
N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.